Alors un commentaire ici, commencé, on dit c'est drôlement mieux qu'à la radio. Félicitations. Maintenant, une question qui m'a été posée tout à l'heure à la pause. La personne voudrait savoir quelle différence tu fais entre psychologie, le mot psychologie que tu emploies très souvent, et psyché dont tu ne parles très peu. La différence entre ces deux termes, et qu'est-ce que tu entends toi par psychologie quand tu parles psychologie? Bon, la psychologie est un terme qui est beaucoup plus fréquent au niveau de l'oreille de la masse que la psyché. La psyché, c'est un terme qu'on se sert en psychologie, qu'on se sert en psychiatrie, qu'on se sert en philosophie, qu'on se sert aussi en spiritualité, dans certaines formes de spiritualité, tandis que le terme psychologie ne sert à peu près jamais. Ce que j'entends par psychologie, ce n'est pas l'esprit de l'homme dans le sens spirituel ou ésotérique du terme. La psychologie, c'est le corps astral. La psychologie, c'est l'homme émotif. C'est l'homme qui désire. C'est toutes les mémoires qui sont reliées à l'homme. En fin de compte, ça, c'est la psychologie de l'homme. C'est tout ce qui permet l'orchestration de ces mémoires, ce qui va créer les peurs, les craintes, les émotions, les désirs, les angoisses. C'est la psychologie. Et je préfère ce terme à psyché, non pas que le terme n'est pas nécessairement bon, mais c'est qu'il est difficilement accessible à une oreille qui n'est pas habituée. Psychologie est plus conventionnelle. Un terme qui est encore plus précis que psychologie, c'est le terme astral. Si on regarde le niveau mental, c'est une énergie qui est capable de se servir des mémoires, disons, des mémoires qui vont être incrustées au niveau de la psychologie, au niveau des plans astraux, sauf que le mental a la faculté de se servir de ces mémoires, des mémoires d'un événement, sans faire appel aux mémoires de l'émotion qui ont été enregistrées en même temps que l'événement, ce que la psychologie ne peut pas faire. L'ego fait partie de ce que j'appelle le monde psychologique de l'homme, de la femme, de ce que moi j'appelle l'homme psychologique, l'homme qui se réfère à ses émotions, l'homme qui vit des émotions, l'homme qui se réfère à ses mémoires émotives, l'homme qui désire, l'homme qui a peur, c'est l'homme psychologique. Lorsque je parle de la psychologie, j'intègre tous ces mécanismes. Pour l'instant, psychologie peut être synonyme d'astral. Une autre question ici qui dit « Je n'ai pas compris ton premier exemple de maladie intelligente. Si la personne qui mange adéquatement et jeune ne maigrit pas, ce n'est pas intelligent. Ce serait une maladie intelligente si le gars mangeait trop et ne maigrissait pas. Aussi, quel genre de maladie est-ce? De quel ordre est-elle » La maladie intelligente, je répète que c'est une maladie qui apparaît pour que la personne qui vit ce handicap apprenne quelque chose de très particulier et quelque chose qui dépasse normalement la conscience limitée de l'homme planétaire. La personne qui essaie, disons que cette personne ici, l'exemple que j'ai donné, qu'est-ce qu'elle a à apprendre? Elle a à apprendre pour l'instant, et ce n'est pas tout le monde qui a à apprendre ça. Ça se sait, c'est-à-dire que certains peuvent dire « Ah oui, mais ça c'est évident, ça fait longtemps qu'on le sait, ça... » Non, personne ne le sait. Elle a à cellulariser une connaissance. Elle a à la vibrer. Elle est en train carrément d'apprendre que son ego, que sa psychologie, que sa psyché n'ont aucun pouvoir ou n'ont qu'un pouvoir extrêmement limité dans certains contextes particuliers. Elle est en train d'apprendre à se mettre à genoux devant une énergie beaucoup plus puissante, qui est une énergie qui fait partie d'elle-même au niveau réel, mais qui est totalement exclue de son être psychologique. Elle est en train d'apprendre que ce n'est pas elle, égoïquement, qui mène le jeu. C'est ça qu'elle est en train d'apprendre. Elle est en train d'apprendre aussi qu'il y a certaines choses qu'elle ne doit pas faire parce que ce n'est pas le temps. Alors, automatiquement, elle ne peut pas le faire parce qu'elle est malade. Parce qu'il y a des handicaps. À l'instant même où elle va ailleurs, dans ce qu'elle doit faire, elle est en parfaite santé, mais elle ne comprend pas. Alors elle revient suite à ses désirs, suite à ce qu'elle croit intelligent, mais elle a une faculté d'intelligence extraordinaire, juste pas suffisant pour intégrer totalement. Alors automatiquement, ce genre de personne, et ça c'est l'apanage des maladies intelligentes.
Les personnes qui vont se conscientiser de plus en plus, qui vont avoir l'idée réelle de ce qui devra être fait. Mais si ce qui devra être fait fait partie de ce qui devra être fait, et non pas de ce qui doit être fait, si la personne n'a pas l'énergie intelligente, la vibration, le feeling, on dirait en québécois, de comprendre que ce n'est pas tout à fait le temps, mais qu'elle le perçoit. Si ce qu'elle perçoit énergise son ego de façon à ce qu'elle décide de le faire, elle sera bloquée, elle sera coupée. C'est-à-dire qu'elle sera manipulée par une énergie intelligente qui, souvent, va empêcher la personne d'agir par des maladies dites initiatiques, par des maladies dites intelligentes. La personne, elle n'a pas une maladie écologique. Tout à l'heure, si on dit ici une personne qui mange trop et qui est malade, elle aurait une maladie intelligente, elle aurait une maladie écologique. C'est intelligent. Mais ce n'est pas régi par des énergies intelligentes, c'est régi par le mécanisme, les lois mécaniques des plans matériels planétaires. C'est une maladie écologique. Mais lorsque tout au niveau écologique est impeccable, lorsque l'être humain est parfait, apparemment, lorsqu'il peut être un outil de perfection, un perfecteur de quelque chose, mais que ce n'est pas le temps qu'elle agisse. Lorsque la personne décide d'éduquer ses enfants de telle manière parce qu'elle voit clair que c'est comme ça, et c'est dans 5 ans ou dans 10 ans que ça va être possible. Mais ça, elle ne le sait pas. Alors elle essaie. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a des personnes à un moment donné qui vont vouloir parler mais qui ne pourront pas parler. Des personnes qui vont dire autre chose que ce qu'elles pensent. Ou des personnes qui, pire, vont dire ce qu'elles pensent avec une énergie vocale différente. Elles vont vouloir dire, qu'elles vont vouloir donner un conseil à quelqu'un avec une énergie qui quasiment envoie promener l'autre. Avec une énergie qui va faire que l'autre va sentir qu'elle est écrasée par celui qui veut donner un conseil, alors qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'elle veut faire. Il y a des mécanismes de manipulation intelligente qui vont forcer certaines personnes à apprendre certaines choses. Alors, pour l'instant, au niveau de maladies intelligentes, on peut dire ça. Si on a d'autres questions plus claires, on pourra éclaircir, mais l'important de la conférence ce soir est surtout de comprendre des mécanismes des maladies écologiques reliés à la résistance de l'ego, qui sont la majorité des maladies intermédiaires entre la maladie écologique et la maladie intelligente, qui frappent et qui vont frapper surtout les personnes qui sont ici présentes ou ceux qui n'y sont pas, mais qui vont écouter ce que je vais dire. Une autre question à peu près du même genre. Si tu fais en sorte de faire tout ce qui est correct et que tu es malade, pourquoi nommes-tu cela une maladie intelligente? Est-ce l'abaissement de l'énergie vitale qui sert au développement du troisième cerveau? Une personne qui fait tout ce qui est nécessaire pour être en santé et qui est malade, si c'est une maladie intelligente, elle fait sans doute tout. Si c'est une maladie écologique, elle ne fait pas tout, mais elle pense qu'elle fait tout. Se fait-elle têter ses énergies par ceux avec qui elle travaille, par ceux avec qui elle vit? On a déjà amplement abordé le problème au niveau d'une conférence intitulée « Les échanges d'énergie ». Je ne reviens pas là-dessus ce soir, au niveau de ces sangsues d'énergie, de ceux qui viennent vous chercher, non pas pour que vous régliez vos problèmes, mais pour vous parler, pour vous parler, pour vous parler, pour vous écœurer, pour vous fatiguer, pour vous sucer votre énergie. Alors, au niveau de l'aliment, au niveau de différents mécanismes, on peut penser bien faire, mais il faut être... C'est subtil, la perte d'énergie. En ce qui concerne le développement du troisième cerveau, alors ce soir, je n'aborde pas ce phénomène. Je vais répondre à la personne parce qu'évidemment, si elle connaît ça, elle pourra sans doute intégrer la réponse. Au mois de mars, on a une conférence intitulée « Les mécanismes de l'amour intelligent » où on va l'aborder un peu. Et ou surtout dans une conférence qui s'intitule « Ce qui ne se pense pas » au mois de mars. Il se trouve que ça se dit, mais ça se pense pas. L'énergie vitale, lorsqu'elle constitue le troisième cerveau, peut être un mécanisme d'affaiblissement au niveau du corps. L'énergie supramentale est suffisamment orchestrée. C'est de l'énergie éthérique, l'énergie supramentale, donc c'est de l'énergie vitale, mais qui n'est pas planétarisée. Elle est capable facilement de donner, parce qu'il faut bien comprendre que la constitution du troisième cerveau va être faite de commun accord entre l'énergie éthérique planétaire, l'énergie vitale, la vie,
et l'énergie éthérique supramentale. Donc, on n'aura pas nécessairement d'épuisement physique au niveau maladie. C'est-à-dire qu'on aura un épuisement qui va se transmettre, et on va l'aborder un peu. Vu qu'on parle du troisième cerveau, on va donc en parler un peu la semaine prochaine, étant donné que là, bon, on est dedans. Au niveau de l'épuisement, ça peut se transmettre par la constitution d'un troisième cerveau qui va permettre la matérialisation, si l'on peut dire, de la conscience supramentale chez l'homme. On sait que l'homme, depuis Aurobindo, Krishnamurti est passé par là, ont annoncé une mutation psychologique. Moi, je parle aussi de mutation neurologique et neuronique. On a deux hémisphères cérébraux qui vont constituer deux cerveaux, l'un qui sera spirituel et l'un qui sera intellectuel. Selon l'énergisation de l'un de ces deux cerveaux, l'homme optera pour l'énergie spirituelle, pour la spiritualité d'évolution, ou bien pour l'intelligence, pour la science cartésienne. On aura un cerveau qui, régi par la glande pinéale, un jour, pourra orchestrer, non pas tout à fait une synthèse entre l'intellect et la spiritualité, mais qui permettra à ces deux mécanismes pseudo-intelligents, disons terresтрement intelligents, de pouvoir avoir une conscience galactique, une conscience plus étendue. Lorsqu'une personne vit convenablement, elle aura suffisamment d'énergie vitale pour permettre la création d'un troisième cerveau. De ce troisième cerveau qui n'aura pas nécessairement de constitution encéphalique. Il aura une présence au niveau pinéal qui va régir le phénomène hypothalamique et thalamique, donc qui va régir le phénomène émotif et le phénomène psychologique ou astral, mais il sera beaucoup plus terrifié. Le troisième cerveau ne peut pas comme tel apparaître dans une constitution globale, finie, ultime, chez une personne qui a un grugement d'énergie vitale par sa psychologie. Alors, ce qui fait qu'au niveau des maladies qu'on a parlé ce soir, la constitution du troisième cerveau n'interfère en rien. Elle ne crée pas de maladie. Elle va créer une forme d'épuisement et on va comprendre. On va, disons, revenir, étant donné, comme je vous dis, qu'on est des fois dans l'eau chaude, sur ce mécanisme la semaine prochaine au niveau de l'épuisement et surtout au niveau de la conférence, ce qui ne se pense pas. Alors, je crois que ça répond à la question. Daniel, tu as parlé de résistance. Peux-tu expliquer cette notion en rapport avec la maladie et à quel niveau la résistance se situe-t-elle, physique, vitale, astrale ou mentale? Astrale, au niveau de la résistance. Chaque fois que vous rejetez un fait comme étant ce fait, vous opposez une résistance à la vie. La vie, c'est aussi de l'énergie vitale, et pour pouvoir réussir à opposer une résistance à la vie, vous allez devoir bénéficier de plus d'énergie. Cette énergie va être prise au niveau mental ou au niveau vital, donc va créer la maladie. Qu'est-ce que c'est que d'opposer une résistance à la vie? Qu'est-ce que c'est que de refuser de voir une chose telle qu'elle est? C'est ça, opposer la résistance. Il y a deux mécanismes. Il y a celui de la connaissance, celui qui permet à l'homme non pas d'enregistrer mémoriellement un fait, mais de connaître le fait. C'est-à-dire de connaître avec le fait. Alors on va dire, j'ai connu quelque chose, ça se peut. On va dire, j'ai connu avec quelque chose, ça se peut. Il y a deux formes de connaissance dans le potentiel évolutif de l'homme et de la femme. Ça va de soi, je parle de l'homme au niveau linguistique. Il y a la connaissance, l'illusion de connaître, mais la certitude de connaître. Il y a l'illusion, celui où je mémorise un fait pour méditer dessus après. Je connais dans le passé, je connais dans l'illusion, je connais. Et il y a le mécanisme qui permet de ne pas mémoriser parce que vous connaissez avec un événement. Connaître, mémoriser, apprendre. Et co-naître veut dire naître avec. Coopérer, opérer avec. Coordonner, ordonner ensemble, avec. Co-naître veut dire naître avec. Si je connais avec quelque chose, je vis l'instant présent en même temps que la chose ou que l'événement. Je suis donc dans une instantanéité. Je ne peux pas mémoriser, c'est-à-dire que je n'ai pas le temps d'enregistrer dans ma mémoire pour pouvoir revenir dans ma mémoire, connaître dans l'illusion, naître avec ma mémoire, connaître dans le passé. Lorsque la personne est apte à connaître, à naître avec,
alors automatiquement, elle élimine complètement les mécanismes d'énergie vitale qui viennent être sucés par l'énergie psychologique et elle n'offre aucune résistance à la vie. Je sors dehors, je vois une fleur, je vibre la fleur, c'est-à-dire que je deviens la fleur. Pas le joueur de hockey, évidemment. La plante. Et la plante, pas le joueur de hockey non plus. Enfin. Alors je deviens l'événement, je deviens la chose, mais pas psychologiquement, c'est-à-dire que je ne trippe pas. Et que c'est beau. Wow! Puis là, je suis là, puis je la regarde, puis là, non, là, je ne connais pas. Là, je le mémorise. Cette mémorisation suscite dans ma mémoire un retour de quelque chose que j'aime, et je trippe sur la chose. Je peux même me permettre de tripper sur une photo de la chose. Mais si j'observe n'importe quoi et que je nais avec, je vais déguster quelque chose comme l'homme ne connaît pas au niveau de son amour ou de sa jouissance psychologique. Je connais, je nais avec. Je n'ai pas le temps de le mémoriser parce que je le suis. Lorsque l'homme arrive à sortir dehors, à voir un arbre, à voir une roche, à voir une rivière, à voir un nuage. Lorsque l'homme est capable de faire ceci, lorsque la femme est capable de faire ceci, il ne résiste pas. Lorsque l'homme voit un arbre laid ou beau, il résiste. Lorsqu'un homme voit une roche laide ou belle, il résiste. Lorsqu'un homme voit un cours d'eau trop petit, trop grand, trop puissant, trop faible, laid ou beau, il résiste. Lorsqu'un homme voit un nuage, il pense à la pluie, il résiste. Lorsqu'un homme voit un nuage laid ou beau, il résiste. Lorsqu'un homme veut que le nuage reste ou que le nuage parte, il résiste. Lorsqu'il neige et que l'homme veut ou ne veut pas, il résiste. Lorsque la femme ne sont pas capables de vivre les choses telles qu'elles sont, elles résistent. Il y a une faculté inhérente à l'homme nouveau, à la femme nouvelle, à l'enfant nouveau, de pouvoir voir les choses telles qu'elles sont et de pouvoir les améliorer malgré tout. On va améliorer parce qu'il y a intelligence d'améliorer. Lorsqu'il y a un incendie de forêt, je peux l'éteindre pour deux raisons. Parce que ce n'est pas écologique, donc ce n'est pas intelligent que l'incendie se poursuive, et aussi parce que j'ai peur. Et aussi parce que je veux préserver mon emploi, ma sécurité psychologique. L'un des deux résiste et éteint l'incendie, l'autre ne résiste pas et éteint aussi l'incendie. Ne pas résister veut dire vivre ce qui se passe. Votre auto s'est fait voler, parfait. Vous faites les procédures qui doivent être faites, mais vous ne résistez pas. C'est comme ça. Vous avez n'importe quoi qui vous arrive, vous ne résistez pas. Le bonheur comme le malheur, c'est ce qui arrive. On ne résiste pas. Et si on ne résiste pas, on ne peut pas permettre à l'ego, qui va puiser des énergies, de s'exprimer. Lorsque l'homme est heureux et qu'il a une raison d'être heureux, il y a une faculté de l'homme et de la femme nouvelle qui permet un ajustement de façon à ce que l'ego puisse s'exprimer dans son bonheur à partir des énergies extérieures et non pas à partir des énergies intérieures. Ça, c'est très important. Celui qui est heureux et qui ne peut l'exprimer, gruge. Celui qui est heureux et qui l'exprime quand c'est plus le temps d'être heureux, gruge. Celui qui gagne 1 million, qui crie sur le moment, génial. 2 jours après, il crie encore, il gruge. Parce qu'il ne vit plus l'événement, il vit dans sa mémoire. Le vivant dans sa mémoire, il n'a pas l'énergie de la réalité dehors pour le faire vivre, il gruge. On va se rendre malade. Ne pas résister, ne pas opposer de résistance et voir les choses telles qu'elles sont. Mentalement, on peut diagnostiquer l'écologie, l'intelligence d'une chose. Émotivement, on ne peut pas. Alors, si on y va au niveau émotif, on colore. On juge, on accrédite. On béatifie, on condamne. On maléfie. Alors, on résiste, on refuse. Dieu existe. Oh, je suis pas sûr. Il y a résistance. Dieu n'existe pas. Ben voyons donc. Il y a résistance. J'ai dit que Dieu existait ou que Dieu n'existe pas. Ça ne faut rien. La journée qui arrive, n'importe quel événement dans sa vie, l'événement arrive. Alors on ne peut pas résister. Résister, ça veut dire qu'on essaie de voir ce qu'on aurait pu faire avant. Qu'on essaie d'enligner un futur à partir de si l'événement ne serait pas arrivé. Alors on résiste. Votre arbre est mort. Il est mort. Coupez-le. L'arbre du voisin est plus beau. Non, l'arbre du voisin n'est pas plus beau parce que ça ne lui appartient pas malgré tout ce qu'il peut en penser. Un arbre est un arbre, un arbre est un arbre. Dans ta tête, tu visualises une beauté d'arbre,
Alors tu la compares et tu dis l'arbre est laid. Tu résistes. Tu prends un concept mémoriel qui n'est pas la réalité, donc qui n'est pas vivant, et tu le compares à quelque chose de vivant. Pour arriver à le transposer, tu dois capter de la vie quelque part, et c'est dans ton corps vital. Tu résistes. Ton arbre, il est ton arbre. Il fait trop d'ombre, alors on arrange. Parce que ça nuit, parce que, etc. Il y a des raisons intelligentes. Mais le discernement entre la résistance et la raison écologique, ça, je ne peux pas l'enseigner, je ne peux pas en parler. Ça, c'est quelque chose que l'homme, la femme découvrent par la vie. Une profession de foi ici. Monsieur Kemp, je suis médecin et je viens de découvrir la maladie ce soir. Je pense qu'il veut dire qu'il a découvert le processus de la maladie et pas tombé malade. C'est la première fois que je viens vous entendre. Merci énormément. Que pensez-vous de l'épilepsie non traumatique? Bon, alors je crois qu'effectivement, cette personne elle a compris la maladie parce que l'épilepsie non traumatique est un mécanisme de succion d'énergie vitale par la psychologie d'une personne, mais on peut aller plus loin parce que l'épilepsie non traumatique est une maladie sociale, c'est-à-dire que c'est un mécanisme d'épuisement énergétique vital opéré par la société. La personne qui souffre d'épilepsie non traumatique va être une personne qui, consciemment ou inconsciemment, est totalement assujetti à la conscience collective, et la conscience collective se rend malade et va s'exprimer par différents corps. L'asthme, en général, est une maladie sociale. L'épilepsie non traumatique en est une. Certaines formes de rhumatisme en sont. Je pourrais en élaborer, je pourrais nommer plusieurs maladies qui sont générées par une déperdition d'énergie vitale créée par une succion, un vacuum social. Alors, l'épilepsie non traumatique est surtout régie par le contact, la vibration dans la conscience psychologique de la personne par rapport à la conscience sociale. On pourrait élaborer, mais on rentrerait dans des phénomènes assez médicaux et sociaux pour faire comprendre ceci, mais de toute façon, je crois que si on me pose la question, c'est qu'on a déjà compris la réponse. Tu as parlé de prendre en considération et non prendre au sérieux sa psychologie. Y a-t-il quelque chose de réel au plan astral? Oui. Se demander, par exemple, si le fait que moi j'ai des poches dans mes pantalons, ça rend des personnes jalouses et malheureuses. Bon. Alors on va se dire, est-ce qu'ils ont raison d'être jalouses ou malheureuses? Mais non, donc c'est de l'illusion. Non. Parce que celui qui est malheureux, n'allez pas lui demander si c'est de l'illusion. Il va vous dire, non, c'est une réalité. Tout ce qui est astral est réel, mais n'est pas en concordance avec la réalité. L'homme nouveau va vivre de paradoxes, vous allez voir. Tout ce qui est astral, l'illusion, c'est réel. Montrez-moi une illusion qui est fausse. Il n'y en a pas. Les illusions sont réelles, mais ne sont pas en correspondance avec la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un mécanisme qui réfléchit, je vais vous montrer quelque chose. Je prends ce récipient, je le place par terre. Vous ne pouvez pas voir presque personne parce qu'il est trop bas. Bon. Mais vous savez très bien qu'à cause des projecteurs, ça crée de l'ombre. Lorsque l'ombre apparaît, l'ombre est une réalité. Mais pour celui qui voit dans l'ombre, l'objet qui projette l'ombre, il voit une illusion. C'est-à-dire qu'il pense que l'ombre est l'authenticité même, c'est la chose. Tandis que l'ombre est une chose, mais ce n'est pas la chose. Lorsqu'une personne, un vieux moine un jour m'a dit qu'il avait découvert que l'ombre de la croix était souvent plus long que la croix elle-même. Il parlait évidemment du calvaire. Que tout le monde doit porter sa croix, son karma. Mais que l'ombre de la croix était souvent plus long que la croix elle-même. L'ombre, tout le malheur que la personne
supportait, un jour il a découvert que tout ce malheur n'était pas nécessairement en correspondance avec la réalité. L'illusion, c'est de penser qu'un arbre est beau ou qu'un arbre est laid. La réalité, c'est l'arbre. Mais le fait de le croire beau est réel. Le fait de le croire beau est réel. Mais en réalité, l'arbre n'est ni beau ni laid. Le fait de trouver qu'une rose sent bon est une illusion. La rose dégage quelque chose perceptible par l'homme qui crée un phénomène de béatitude ou de joie. On n'analyse pas ça comme ça. Là, je l'analyse parce que quand je sens une rose, je me dis pas, tiens, la rose, elle crée un phénomène. Non. Et quand je sens la rose, je bénéficie de l'odeur de la rose. Par contre, quand je vais sentir d'autres choses, je bénéficie aussi de l'odeur de d'autres choses. Il y en a qui pensent mal ici. Il y en a plus que je pensais qui pensent mal. L'illusion, c'est de penser que la perception qu'on a eue de la réalité, elle est parfaite. Alors automatiquement, on va vivre en fonction de la perception, croyant que c'est la réalité. Et là, on constitue un monde d'illusion. Mais ce monde d'illusion est réel. Vous allez voir un film, et là, dans le film, on tue quelqu'un, il se passe ceci, il se passe cela, et vous vous embarquez avec. Le fait d'embarquer avec fait que vous vivez dans un monde d'illusion. Alors, on pleure à la fin parce que c'était triste. Mais on sait que ce sont des acteurs qui rient entre chaque entracte. Mais vous vous laissez emporter parce que vous embarquez dans ce monde d'illusion. Mais le monde d'illusion, le film, il est réel. Mais si on regarde la réalité, alors on ne peut pas embarquer. On peut découvrir des mécanismes qu'un film essaie de nous enseigner. Mais on ne souffre pas. Quand j'étais voir, quand j'étais jeune, le film Exorcist 1, j'ai trouvé extraordinaire le fait que l'homme qui manipule l'argent et le cinéma soit capable de diffuser un film qui est presque authentique. Ça ne m'a pas fait peur. Mais j'ai découvert des mécanismes au niveau de la télékinésie, de la psychokinésie, de la possession, ces choses-là, qui sont réelles, qui se peuvent. Je n'ai pas eu peur. On va voir un film triste, mais non, on découvre des mécanismes de la psychologie, les acteurs, ils jouent merveilleusement bien. Alors on voit quelque chose, puis on regarde-la agir. Oui, regarde-la agir. Dites pas que c'est un film, elle agit comme ça agit le monde. On peut apprendre. Alors le film, on le voit, et j'en bénéficie sans doute plus que le monde. Je ne sors pas de là tout bouleversé, je sors de là tout instruit. C'est pas pareil. Je me suis découvert, je me suis vu, alors j'apprends. Je découvre les autres, j'apprends à agir en fonction. Un jour, on avait un maître, un grand maître qui a dit, en voyant des bricoleurs bâtir une maison, ils bâtissent une maison et ils posent des briques dans du mortier. Mais ils ne savent pas, personne, que chaque geste pour poser une brique dans le mortier est accompagné du nombre de gestes qui posent un nombre de briques dans un nombre de mortiers. Et c'est la maison d'ombre qui compte. Ça, c'était pour essayer d'expliquer l'idée même que la réalité cimentée dans la construction chez l'homme est une illusion, mais elle est perçue comme étant la réalité par l'homme. Elle est tellement perçue, l'illusion est tellement perçue comme étant la réalité que la réalité devient l'illusion. Et cette ombre, on le voit clair quand le soleil rayonne, l'ombre de la maison. Alors on découvre la réalité, on découvre la joie de la vie. Et quand le soleil se couche, quand des nuages passent, l'ombre, on ne le voit plus. Alors on pense que la réalité, c'est la maison. L'illusion de l'homme, l'illusion, tout ce monde existe. L'astral, c'est totalement vrai, sauf qu'il est créé par la perception de l'homme face à la réalité. Et l'homme préfère vivre dans le monde de l'illusion, c'est-à-dire dans ce qu'il a constitué comme étant réalité, parce qu'il se refuse, parce qu'on lui a refusé longtemps de voir la réalité. J'ai donné un exemple de cela, je le répète parce qu'il est formidable. J'avais dit, d'ailleurs, c'est un de mes amis qui avait sorti cet exemple en premier, un médecin d'ailleurs.
Lorsque l'on capture des éléphants sauvages, on les amène dans l'endroit où vit l'homme et on les enchaîne avec des immenses chaînes pour qu'ils ne brisent pas la chaîne. Et lorsque l'éléphant est habitué à sa chaîne, on le libère. On ôte la chaîne. C'est ce qu'on a fait avec l'homme. Puis on attache une petite corde de rien après un piquet. Du moment que l'éléphant sent la tension de la corde, il se remémorise la chaîne, il sait qu'il ne peut pas partir. Alors qu'en réalité, il brise la chaîne et il s'en va. La corde, il s'en va. Alors les éléphants, maintenant, on les voit, quand ils sont dressés, attachés à un petit piquet avec une petite corde autour de la patte. Pourquoi ils ne s'en vont pas? Parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne peuvent pas briser la corde, qui est une chaîne. Dans leur monde d'illusion, ils sont attachés à une chaîne. Demandez leur pas entre éléphants, ils ne peuvent pas se dire « Oui, mais brise ta corde! » C'est impossible, j'ai déjà essayé. Pendant 30 ans, j'ai essayé. Oui, mais c'était une chaîne, c'est changé. Mais non, c'est pas changé. Chaque fois que j'ai cru que c'était changé, c'était la chaîne. L'homme est intelligent. Il laisse la chaîne tant que l'éléphant pense s'en sortir. Il met la corde quand l'éléphant ne pense plus pouvoir s'en sortir. La corde se tréballe bien, s'attache, on en trouve partout, alors l'éléphant est convaincu qu'il est pris. L'homme souffre du même phénomène. L'homme est capable, pendant longtemps, on a créé, et l'homme s'est créé un monde d'illusions, et aujourd'hui, l'homme serait capable facilement d'abandonner le monde de l'illusion pour vivre dans la réalité, mais il se l'interdit. Il a peur. C'est normal, l'illusion est mémorisable. La réalité, on la vit. On l'oublie. On ne la mémorise pas. Deux formes de connaissance. La connaissance mémorielle et la connaissance exempte de mémoire. L'instant instantané, qui ne contient pas de temps. Alors l'homme, psychologique, s'il vit quelque chose et que rendu chez lui, il essaie de se le remémorer parce qu'il croit qu'il a eu du plaisir mais qu'il ne revient pas, qu'il n'arrive pas à le remémorer, il croit qu'il a perdu une journée. Toutes les belles choses de votre vie que vous avez carrément oubliées, ça n'a pas été perdu. Ça constitue l'homme. Mais toutes les choses que vous avez mémorisées vous bloquent. Plus l'homme sait, moins il sait. C'est-à-dire que plus l'homme connaît, moins il peut connaître. Lorsque moi je parle, j'instruis l'ego. Vous êtes déjà engagé dans un processus d'accumulation de connaissances. Alors, on n'a pas le choix, on doit accumuler suffisamment de connaissances qui vont permettre à l'homme de se libérer de l'apprentissage de connaissances. Et au niveau de la conférence, il y a beaucoup plus de phénomènes énergétiques qui ne peuvent pas être mémorisés. Certaines personnes se sentent bien, mais n'ont pas tout compris. Merveilleux. C'est pas important qu'on comprenne tout. Il se passe des choses qui ne sont pas conscientisables, qui ne sont pas réfléchissables dans la conscience, qui ne sont pas mémorisables. L'illusion, ça existe. Sauf que c'est faux. Un mensonge, ça existe, on peut compter un mensonge. Mais il n'a rien à voir avec la réalité. Ce que l'on appelle la vérité. Bon. Mais on peut compter un mensonge, ça existe le mensonge. L'illusion existe. Il est dangereux, il est bénéfique, mais ce n'est pas la réalité. Tout, ça existe. Il y a plusieurs questions sur les allergies. Alors ici, une allergie bien curieuse. J'ai eu une réaction la semaine passée aux énergies de cette salle ou de cette conférence. Je sais que le chakra du plexus solaire est relié au pancréas, mais comment expliques-tu une réaction aux énergies? Mon plexus a tourné vite, ensuite est devenu chaud, et le mal que je ne peux comprendre, c'est que j'ai eu mal au foie, au pancréas et mal au cœur ensuite. Comment peut-on être malade suite à ça? Et que penses-tu de l'autosuggestion pour guérir la maladie? L'autosuggestion pour guérir la maladie, cela veut dire qu'on va aller puiser de l'énergie vitale dans un autre endroit physique que dans celui où on en prend. Alors ça guérit, puis à un moment donné, on devient malade. Alors voilà ce que j'en pense. J'ai déjà dit avec que donnez-vous une seule raison intelligente de guérir une maladie, puis elle va s'en aller. Mais pas une raison émotive ou psychologique, une raison intelligente, écologique. Les réactions la semaine passée énergétiques. Alors voilà, quand je dis qu'énergétiquement il se passe des choses ici, certaines personnes qui ne vibrent pas ça ou qui n'en ont pas de réaction ne le savent pas, ou ne croient pas, c'est pas grave, j'aime autant qu'ils ne croient pas, mais qui l'écoutent. Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, ceci. Un jour, une personne que je connais a dit « On n'entre pas dans un temple rosicrucien lorsque l'on veut, ou lorsque l'on pense qu'on est prêt. » Autrement dit, n'entre pas qui veut dans un temple rosicrucien. Un vieux bonhomme a déjà dit aussi, il y a cela très longtemps,
N'entre pas qui veut dans un temple babylonien. N'entre pas qui veut dans un temple égyptien. N'entre pas qui veut quelque part. La personne qui a constitué ce salon l'a fait en chaîne massif. Pour des raisons énergétiques. Parce que le bois est capable, surtout le bois massif, qui a une densité capable d'accumuler des énergies. Comme on a construit les anciennes cathédrales, les églises avec du bloc massif de pierre. Le bois est supérieur, mais dans ces régions, on n'avait pas suffisamment de bois dense. Alors on prenait la pierre. Je ne parle pas de joueurs de hockey non plus. Bon. Alors ce qui arrive, c'est que ces énergies sont accumulées et accumulables. Une personne qui vient et qui a des symptômes comme décrits sur ce papier, c'est qu'elle a résisté violemment aux énergies accumulées dans le salon ou aux énergies que moi je vais émettre. Si elle est venue à la conférence de Raphaël le samedi soir, elle va résister à ces énergies. Si elle est revenue, c'est qu'il y a une vibration chez elle qui la met en résonance avec moi, le Raphaël ou le centre lui-même, mais égoïquement, il y a des transformations qui s'opèrent que sa psychologie refuse. Il y a résistance. Il est bien évident, de toute façon, vous pouvez vous-même en juger, qu'il n'y a pas grand-chose de dangereux qui se passe ici, sauf qu'il y a des résistances. Il y a des personnes, à un moment donné, qui viennent ici, je ne vous parle pas de où ils venaient, mais des personnes qui sont rentrées visiter le salon. Et en entrant, ils se sentent écrasés. Alors, ils se sauvent, et ils ne reviennent plus jamais. Certaines personnes vont dire, c'est drôle, la classe de monde qu'il y a ici, on ne parle pas de classe professionnelle, mais le genre de monde. On ne rencontre pas juste du monde pogné. Alors, il y en a évidemment qui se cherchent, mais on n'a pas juste du monde pogné. On a du monde à qui on peut... C'est drôle. Énergétiquement, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il y a une sélection naturelle qui fait que, énergétiquement, une certaine résonance va s'établir entre certaines personnes et pas d'autres. Certaines personnes vont venir ici, ils vont trouver mieux ailleurs. Certaines personnes viennent ici, mais ne sont pas prêtes. D'autres personnes, quand je dis ne sont pas prêts, soit qu'ils sont supérieurs à ce qui se fait ici pour l'instant, ce qui se peut, soit qu'ils sont inférieurs au niveau vibratoire. C'est-à-dire que lorsqu'une personne vient ici pour rechercher des béquilles, de l'aide et tout ça, et qu'on lui dit « prends-toi en main », ben elle se prend en main, puis elle se véhicule jusqu'à une place où on va la prendre en main. Il y a une sélection, mais vibratoirement, ça se sent aussi, inconsciemment. Alors, il y a des réactions allergiques qui sont fréquentes. La réaction la plus fréquente va être l'endormitoire. La personne finit par sommeiller, elle s'endort, d'un coup elle se réveille, elle ne sait plus. Mais elle revient. Ça, c'est une réaction allergique, mais qui n'est pas violente, c'est-à-dire que la personne ne conscientise rien, elle ne mémorise pas, mais énergétiquement, il y a un processus qui s'opère. À un moment donné, elle finit par pouvoir être alerte, elle commence à réfléchir, elle comprend, elle conscientise. Des réactions maladives, ça se peut. On a des personnes présentement qui sont dans le PMC d'ailleurs relativement avancé, et qui ne sont pas capables d'écouter une seule de mes conférences. Ils doivent prendre les cassettes après puis écouter. Parce qu'il y a quelque chose, d'ailleurs, il vient de me dire, ce soir, la conférence, il aurait fallu que je l'écoute. C'est tout à fait moi. Mais oui. Et l'ego veut pas. Alors elle s'assoit, il n'y a rien. Elle sort, il n'y a rien. Alors elle s'en va. Elle se promène. Elle passe le balai. Elle ne peut pas écouter. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Elle est malade, elle est faible, elle est n'importe quoi. Lorsqu'elle écoute chez elle la cassette, il y a de l'énergie dessus, mais beaucoup moins. Et elle n'est pas dans l'ambiance. Alors disons que c'est plus accessible. Et ça fonctionne. Alors elle comprend. Là, elle change des choses. Elle doit passer par ce biais, par ce mécanisme. Alors effectivement, cette allergie pathologique est une résistance de l'ego à quelque chose qui résonne avec le mental de la personne. Si elle est revenue, c'est qu'il y a une résonance, une affinité, une attraction, un amour, appelez ça comme vous voulez. Mais il y a aussi une résistance, une haine inconsciente avec des mécanismes qui tendent à faire en sorte que l'être humain arrive à se libérer à un moment donné. C'est ça que c'est passé. Autre allergie, ici celle de la fièvre des foins. Fièvre des foins et les allergies en général sont des moyens de défense. Y a-t-il un rapport direct entre la région atteinte et ce de quoi on se défend, exemple la fièvre des foins? Une autre question dessus. Comment peut-on guérir une maladie neurologique comme la sclérose en plaques?
Bon, évidemment, ce soir et là, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. De temps en temps, dans les symposiums, on a, comme le prochain, on a différents médecins. On a des médecins de médecine générale, des chiropraticiens, des médecins de médecine douce. Il y a moi, il y a d'autres personnes aussi. Et ce qui est intéressant pour ce genre de questions, encore peut-être qu'on peut la conserver pour dimanche. Pourquoi? Parce que à la fin du symposium, il y a un panel où les conférenciers sont tous sur la scène et on pose la question. Alors, il y en a un qui répond, l'autre embarque. Alors, la gang, ils s'auto-énergisent complètement. Puis, dans des questions de ce genre, on peut facilement arriver à inventer des cures si elles n'existent pas. Présentement, parler de la fièvre des foins, de la sclérose en plaques, ça serait relativement compliqué parce qu'il y a un phénomène karmique de la personne, phénomène karmique collectif, phénomène d'assujettissement au niveau de la conscience, phénomène aussi de programmation génétique, donc karma antérieur. Il y a un paquet de mécanismes. Mais ça se guérit. Alors ça, pour ça se guérit. Au niveau des maladies respiratoire, là où l'homme va essayer de puiser dans la respiration, on apprend en PMC, par exemple, des techniques respiratoires qui permettent à l'homme, à la femme, de découvrir de quelle façon capter de l'énergie yang par une partie du nez, de quelle façon faire travailler le système musculaire respiratoire pour capter de l'énergie yin au niveau d'une autre région du nez, de l'énergie minérale au niveau d'une région médiale du nez, pour arriver à équilibrer. Lorsque ces parties qui captent vont être suffisamment endommagées par un puisement énergétique au niveau du système respiratoire, parce qu'on capte des énergies vitales par ce système, surtout au niveau du nez, des fosses des cloisons nasales et tout ça. Ce qui va arriver, c'est que le moindrement qu'une poussière va rentrer là, il y a des mécanismes de vibration, de mucus, il y a un paquet de mécanismes au niveau du système de captation respiratoire qui normalement réagissent convenablement à cette inhalation de poussière pour les envoyer dans le système digestif, entre autres, ou bien simplement pour les rejeter à l'extérieur s'ils ne pénètrent pas trop. Au niveau de ces maladies allergènes, la personne va trop psychologiquement puiser. Alors, on pourrait même faire une cote d'expression psychologique. On pourrait dire, ceux qui ont des réactions allergènes au niveau des fièvres des foins, et ça ne concerne pas juste le foin, l'herbe à poux, etc., on peut presque avoir une lignée dans l'expression psychologique de ces personnes, parce qu'ils s'expriment par leur nez, on peut dire. Ils n'ont pas tous des gros nez, là. Mais ils vont puiser de l'énergie vitale à l'intérieur de leur nez, ce qui rend ces cloisons et tout mécanisme de protection faible. Étant faible, moindrement qu'il y a une intrusion, le corps réagit massivement au cas. Parce que cette perception nasale n'est plus capable de diagnostiquer une intrusion grave d'une intrusion faible. Et il y a autre chose aussi, c'est que le nez étant beaucoup plus sensible, c'est-à-dire les cloisons nasales entre autres, lorsqu'une poussière pénètre à l'intérieur, elle va facilement altérer la cloison. Ce qui va faire en sorte que le corps va se mettre à sécréter un mucus abondant. Il va se mettre à sécréter différents mécanismes. Ça peut aussi venir au niveau des larmes pour essayer de nettoyer. Parce qu'il y a beaucoup de fièvres des foins qui se font au niveau des yeux aussi, pour des raisons énergétiques similaires. Alors, on va essayer de nettoyer. Mais là, évidemment, tu as une poussière, puis tu mouches, tu pleures. C'est trop. Parce que le corps n'arrive pas à discerner atteinte violente ou non. Pourquoi? Parce que l'énergie vitale de cette région a trop été captée, parce qu'on en capte par le nez. Tout à l'heure, je parlais du système respiratoire. Alors, automatiquement, ces personnes vont avoir des allergies aux poussières de tapis, vont avoir des allergies à tout ce qui est poussiéreux. Certains vont avoir une allergie particulière à un sport particulier parce que celui-ci crée par sa propre vibration vitale, une détection particulière. Alors la personne réagit automatiquement. Pour guérir ceci, bien évidemment, apprendre à respirer convenablement. Ça peut permettre d'énergiser suffisamment la région. Une nourriture particulière. Alors, il y a plusieurs choses qui se font, mais encore une fois, ça se guérit. Maintenant, quand je dis qu'il y a plusieurs choses qui se font, pourquoi qu'on n'en parle pas nécessairement en conférence, c'est qu'on en parle surtout dans des séminaires ou dans des cours, là où on a le temps, ou là où on a des planches, des tableaux, et là où c'est fait pour. Parce qu'en conférence, alors on pourrait faire une conférence magistrale exclusivement sur le rhume des foins, sur la sclérose en plaques, sur différentes pathologies. Alors, ce qui fait qu'évidemment, on fait du général en conférence régulière pour donner les bases. Ça vous permet, vous aussi, de pouvoir travailler sur vous-même, parce que si vous êtes malade, c'est qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Donnant les bases, ça vous permet par la suite peut-être d'arriver à comprendre. Mais la maladie, au niveau des allergies, poussière, de fièvre des foins, elle est explicable vitalement par ce que je viens de dire.
Et je crois que lorsque la personne arrive à comprendre suffisamment les mécanismes et qu'elle ajuste son corps vital par la nourriture, par le soleil, la terre, par ce qu'elle respire d'une façon convenable, elle perd cette fièvre. Psychologiquement, évidemment, elle peut aussi s'ajuster, c'est-à-dire qu'elle n'ira plus puiser là, elle va puiser ailleurs. Alors, on parlait de positivisme, d'autosuggestion, ça fonctionne, ça guérit certains symptômes. Il faut faire attention que ça ne se transfuse pas en cancer, là où les cellules ont tellement perdu l'idée même de ce qu'elles doivent reprocréer et même la chronologie, elles se reprocréent en masse. Ça peut être aidé à un moment donné par différents symptômes, par différents virus. Disons qu'il y a 3 formes. Enfin, on ne rentre pas dans la pathologie du cancer, mais il faut faire attention lorsqu'on transpose psychologiquement un mal d'un endroit physique à un autre endroit physique. L'acupuncture et la médecine normale a souvent tendance à faire cela. Mais présentement, évidemment, c'est mieux de régler un symptôme qui est violent pour le transposer dans le temps ailleurs, pour avoir le temps de régler le problème lui-même. C'est bien évident. 2 questions qui sont intimement reliées. Ici, la première dit « De quelle manière peut-on parler à son ego pour obtenir la guérison d'un problème psychologique ?» Et la deuxième dit « Pouvez-vous me donner des moyens concrets pour faire intervenir l'esprit dans la guérison de problèmes de type psychologique ?» De quelle manière peut-on parler à son ego? Pour arriver à parler à son ego, il faut que la personne ait une conscience de son mental suffisamment développée pour qu'elle puisse réellement percevoir le discernement, la différenciation entre le mental et l'astral, entre la conscience non colorée de l'émotion, de la conscience émotive. La personne doit ensuite ajuster sa voix, sa parole, pour pouvoir dire des choses qui auront une vibration mentale et non pas une vibration émotive. Lorsque cela sera fait, elle doit apprendre les mécanismes de l'instruction de l'ego et après, elle pourra instruire son ego. Cela paraît compliqué, mais en fait, ce l'est et ce ne l'est pas. En conférence, expliquer les mécanismes, ce ne serait que de servir l'ego qui, lui, se donnerait l'illusion d'éduquer l'ego. Ça capote. Au niveau du programme aide-contrôleur, les personnes commencent à travailler sur l'instruction de l'ego seulement en PMC4 et vont réellement travailler au niveau PMC6. Alors, ce qui fait que ça prend un laps de temps particulier qui est au-delà d'1 an dans une éducation faite en fonction de ça. Mais 1 an, c'est long. Mais 1 an, c'est court. Donner des moyens concrets pour que l'esprit intervienne. L'esprit, c'est l'énergie supramentale et les 2 autres degrés énergétiques qui sont extraterrestres, qu'on connaît sous la terminologie ésotérique d'énergie bouddhique ou plan bouddhique et plan divin. Ce que le Nazaréen appelait les cieux. L'esprit vit dans les cieux. L'âme vit dans le ciel. L'astral planétaire. Comment faire intervenir l'esprit? Il n'y a aucune façon de faire intervenir l'esprit. Lorsque l'homme sera prêt, l'esprit pourra descendre, c'est-à-dire que l'esprit pourra circuler librement chez l'homme sans être coloré, dit et détourné par son ego, par sa psychologie, et l'esprit va simplement sortir de façon à s'exprimer. L'esprit, sa première facette est ce que l'antique religion appelait l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. On va donc parler d'énergie supramentale en ce qui nous concerne, c'est-à-dire d'énergie supérieure au mental, parce qu'elle ne fait pas référence à l'expérience de l'homme au niveau de sa vie. L'esprit n'a pas besoin de savoir ce que l'homme a vécu pour savoir ce que l'homme va vivre. Tandis que l'ego humain se réfère à ses mémoires pour enligner son avenir. De quelle façon l'ajustement de la parole? De quelle façon l'instruction de l'ego? De quelle façon plusieurs mécanismes qui, de toute façon, à la longue, en conférence, on va finir par aborder. D'ailleurs, on commence lorsqu'on va parler des mécanismes de l'amour intelligent. Plus on va parler de l'esprit, appelons-le énergie supramentale, disons, pour différencier l'esprit peut-être religieux, ou lorsqu'on dit j'ai une faiblesse d'esprit, on n'a pas de faiblesse d'esprit. Faiblesse psychologique, oui, ou intellectuelle, mais pas de faiblesse d'esprit. Alors, je ne prends pas le terme esprit parce qu'encore on l'emploie à différentes sauces. Je parle donc d'énergie supramentale qui est moins colorée. Au fur et à mesure des conférences qui vont venir, de toute façon, on va, à la longue, finir par aborder tous ces mécanismes, sans nécessairement répondre clairement à une question, mais il y a tous les éléments. Ce genre de processus se donne, comme la personne qui pose la question, je la rencontre et on passe 1 journée, 2 jours ensemble, on en parle, alors là, elle comprend. Là, elle arrive à avoir un contact avec son esprit. Elle arrive à sentir, à percevoir. Ça dure un laps de temps, mais là, l'ego est instruit.
mais ça ne se fait pas en conférence comme tel. Certains vont y arriver, c'est parce qu'ils sont prêts. Ça ne me regarde pas. Alors, les moyens concrets, bon, si elle veut un moyen concret en ce qui me concerne, un moyen concret que je connais ici, il y a le PMC, c'est un moyen concret. Il y a l'initiation par le couple à l'extérieur, c'est un moyen concret. Il y a l'initiation par la vie, des choses qui s'en viennent dans quelques années, ce sont des moyens concrets aussi, pour arriver à faire en sorte que l'homme entre en contact avec son esprit. Y a-t-il d'autres moyens? Il y en a d'autres. Mais là encore, je recommence avec les autres moyens, ce ne sont plus des moyens concrets pour la personne, pour répondre à la question. Encore des questions sur les allergies. Je suis allergique aux fruits de mer, c'est-à-dire qu'ils me poussent des boutons rouges. C'est l'air du presse-bouton de tout ça. De plus, je suis aussi allergique à la laine. C'est pas grave si c'est pas un mouton. Comment expliquer ces phénomènes? Effectivement, si la personne n'est pas un mouton, c'est pas grave qu'elle soit allergique à la laine, ne donne pas. Bon. On va parler des fruits de mer. Le fruit de mer ainsi que le poisson. Mais surtout, éliminons le poisson et le mammifère marin. Les fruits de mer ont servi de nourriture dans un laps de temps particulier pour développer chez l'homme un ego très bas. Ça a permis la création de l'ego chez l'homme. Lorsque l'homme a eu un ego suffisamment créé, il est devenu végétarien, ce qui a permis la conscientisation d'un ego spirituel. En même temps, l'homme végétarien a commencé à manger de la viande. Une partie de nos végétariens qui ne mangeaient plus de fruits de mer, donc éliminons les pêcheurs, lorsque l'homme entre à l'intérieur des terres, il se nourrit de plantes. Certains vont se nourrir que de plantes parce qu'ils y en ont suffisamment et d'autres vont manger des plantes et de la viande rouge ou blanche. Ils vont prendre le poisson dans les rivières, ils vont tuer le poulet, ils vont tuer des oiseaux, des granivores, certains insectivores, et ils vont tuer des animaux carnivores et herbivores de type rouge, le bœuf, le loup, etc. Une moitié, disons, de l'humanité, on coupe. Bon, une moitié de l'humanité devient omnivore. C'est nous les champions. Alors on a des canines, on a des molaires, on a tout ce qu'il faut pour manger, de la viande, broyer, des céréales, tout ce qu'il faut. Les autres, génétiquement, ont la même chose, mais certaines populations complètes vont surtout s'axer au niveau de la nourriture végétarienne, ce qui va développer chez eux un âme, drôlement spiritualisée, avec une vibration presque pure, au niveau du plan planétaire. Tandis que celui qui mange de la viande, en même temps que des végétaux, crée chez lui une psychologie plus basse en vibration. Donc, il devient guerrier. Donc, il devient assoiffé de facilité matérielle. Donc, il devient assoiffé de sexe, de femme. Et celui-ci a un avantage indéniable sur la haute sphère spirituelle, sur le végétarien, c'est qu'il a des désirs et des besoins comme l'autre n'en a pas. Ayant des désirs et des besoins parce qu'il mange de la viande, il va être obligé de souffrir. Parce que ses désirs ne seront pas tous, et même presque jamais, assouvis. Alors l'homme carnivore souffre. En plus de payer par le sang le karma d'animal qu'il tue, il souffre parce qu'il a des désirs de plus en plus qu'il ne peut pas assouvir. Mais là, parce qu'il ne peut pas régler sa soif de désir, parce qu'il mange la viande, il n'en a pas conscience, mais il baisse la vibration de son plan psychologique, alors il essaie de créer quelque chose chez lui qui va lui permettre de régler. C'est-à-dire qu'il va lui permettre d'assouvir ses désirs. Et là, il va créer l'intellect, ce que l'autre ne fait pas. Et là, il va créer le plan mental, ce qui va permettre à cet homme carnivore de devenir l'être suprême sur la planète Terre. Même s'il fait des guerres et qu'il crée des armes, c'est l'être qui va sauver la Terre. Parce qu'un jour, il aura une énergie mentale suffisamment puissante qu'elle pourra venir orchestrer l'ego. Et elle pourra spiritualiser l'ego en ayant une faculté mentale qui va lui permettre d'entrer en contact avec l'énergie supramentale. Tandis que le végétarien, lentement, est au ciel, il tripe, il a la paix, il manque de nourriture, on a des nations complètes. Je ne parle pas de celui qui a un mental suffisamment énergisé pour devenir végétarien, parce que l'homme va redevenir végétarien. Mais l'homme doit être végétarien lorsqu'il a un mental suffisamment puissant pour orchestrer son ego. Mais si le mental n'est pas créé chez l'homme, l'homme doit manger de la viande. Alors on a des nations complètes qui lentement s'effondrent, ont des guerres différentes, vont fumer, enfin je ne parlerai pas de plusieurs pays d'ailleurs qui sont en train de s'éteindre, qui ont été les sièges même de la naissance de nos races carnivores et omnivores. L'allergie aux fruits de mer,
C'est lorsque un corps génétique particulier, un corps vital génétique particulier, un corps astral réincarnatif particulier, un corps mental réincarnatif particulier, ne peuvent pas souffrir la vibration du fruit de mer qui a constitué la partie basse de l'ego. Elle va en manger et elle aura une réaction violente physique qui peut même aller jusqu'au choc anaphylactique, ça peut même aller jusqu'à la tuer. Les boutons, c'est un moindre mal. Cette personne ne doit simplement pas manger le fruit de mer. D'ailleurs, la majorité des êtres humains de nos pays industrialisés ne devraient jamais manger le fruit de mer. Si on veut savoir qu'est-ce qui est bon au niveau du vital, qu'est-ce qu'on doit éliminer? Parlons de régime. On doit éliminer la viande rouge. La viande blanche, c'est moins grave. C'est vrai. Mais les fruits de mer passent avant la viande rouge. Les huîtres, les moules, même les palourdes. Tout ce qui, à une période de l'année, vous tue, ne doit pas être mangé lorsqu'elle ne tue pas dans une autre période de l'année. Il fut un temps où l'homme en mangeait l'année longue. D'ailleurs, on a encore des êtres humains qui en mangent l'année longue. Mais ils sont pognés à en manger. Donc, évidemment, ils ont une évolution adaptée. Les fruits de mer, on élimine. Écrevisses, crabes, etc. aussi. En vibration, on élimine. Ensuite, la viande rouge de nos forêts. Le gibier. Ensuite, la viande rouge de l'élevage. Ensuite, la viande blanche de nos forêts. Ensuite, la viande blanche de l'élevage. Et après ça, on tombe dans le végétarisme. Maintenant, est-ce qu'on doit s'en aller végétarien tout de suite? Non. Je dis souvent, c'est une farce comique, mais les végétariens végètent souvent rien. Alors, ils végétariens. Et c'est souvent vrai, parce qu'ils n'ont pas de faculté mentale suffisamment développée pour être énergisés. Alors, les palourdes, etc., pourquoi vous êtes allergique? Mangez-en donc pas. Vous ne serez pas allergique. La laine, il y a des contacts cutanés, alors on puise dans l'énergie vitale, comme j'ai expliqué simplement tout à l'heure. On peut avoir une énergie au poil de chat, au poil de cheval, à la laine. Et encore là, c'est des choses qui s'éclairent facilement. Maintenant, si on y va graduellement pour s'habituer, ça élimine le problème de l'allergie, mais ça transpose le puisement psychologique ailleurs. On a différentes conférences qui s'en viennent sur lesquelles, de toute façon, ces phénomènes-là, on va pouvoir élaborer dessus beaucoup plus. Est-ce que c'est possible de transférer son karma, là, de remettre son karma entre les mains d'une autre personne, d'un Oui. être ou d'un être hautement énergisé, etc., afin de faire disparaître sa maladie, puis tout ça? Ben, c'est évident. Tout le monde sait très bien quand vous avez la grippe, quand l'autre là, vous ne l'avez plus. Hein? À l'instant où deux êtres humains décident de travailler ensemble, ils partagent leur karma. Celui qui a le plus gros karma, ben, en donne à l'autre, lui, se voit léger. Mariez-vous, c'est fait. Non, c'est pas une farce, c'est tout à fait vrai. Vous avez des enfants, c'est fait. Votre enfant a la tuberculose. Ben, vous allez, veut pas supporter son karma. Votre mari a un accident, il devient paralysé. Ben oui, ben la femme supporte le karma. Votre femme, elle est ci, elle est ça. Ben le mari supporte le karma. Ça, c'est le karma collectif, c'est le karma de groupe, karma individuel. Mais sans arriver quelque part et tout donner à quelqu'un puis se sauver libre, non, c'est karmiquement réprochable. Vous allez avoir plus de karma. Maintenant, est-ce qu'une personne peut venir sur la Terre et par son passage prendre le karma des autres? Individuellement, non. Collectivement, oui. Mais elle ne prend pas sur ses épaules. Comment elle va faire pour prendre sur ses épaules le karma? Elle va faire simplement ceci. C'est qu'elle devra se frayer un chemin dans la société maudite qui va l'empêcher de passer. Elle dit ceci, c'est intelligent, mais tout le monde est contre, on tape dessus, on la calomnie. Alors elle paie le karma collectif, le monde se défoule, elle paie le karma de la société, elle baisse le potentiel de réaction sociétaire. On dynamise notre attention sur elle, il y a moins de meurtres, moins de viols, moins de ci, moins de ça, parce qu'on maudit celle-là. Elle va donc supporter le karma de la collectivité. Et par son travail, elle libère en plus par l'instruction la collectivité. On peut parler de Siddhartha, on peut parler du Nazaréen, on peut parler de tant d'autres aussi qui sont morts sous les balles karmiques de la société parce qu'ils voulaient aider. On en a eu plusieurs aux États-Unis. On va en avoir à un moment donné ailleurs dans le monde. Le Québec ne connaîtra sans doute pas ce mécanisme. Alors il y a des moyens, à un moment donné, où une personne vient et elle assume, elle porte le karma d'une collectivité, mais pas le karma d'une individualité. Ça, c'est votre phénomène. Alors, si on veut rencontrer quelqu'un,
qui à un moment donné va tout puiser notre karma pour le payer elle-même, ben alors vous venez de rencontrer un imbécile. Une personne qui dit ici, après des périodes de stress intense, je fais des crises de foie. Je fais de la relaxation et j'essaie de ne pas me faire de bile, mais j'y arrive plus ou moins. Est-ce qu'il y a des moyens plus appropriés d'y remédier pour s'énergiser? Bon, la réincarnation. La relaxation que la personne fait, elle est de quel ordre? Une relaxation consciente ou une relaxation avec une cassette, une musique, une relaxation où elle essaie, à un moment donné, de s'en aller, une relaxation où elle coupe son corps en morceaux, jusqu'à temps qu'elle ne le sente plus? Tout ce genre de relaxation, c'est de la foutaise. Vous vous organisez pour que votre psychologie finisse par oublier le corps, même si on essaie de l'engourdir ou de ceci ou de cela, si on ne sent plus son corps, on laisse le corps se démerder. Et si on laisse ce corps se démerder avec toutes les vibrations qu'il a, pendant que nous, on est dans un onde alpha ou dans un phénomène de relaxation psychologique, même si le cerveau ralentit, le corps se démerde, on ne relaxe pas. Le fait de se faire de la bile, ben la bile est sécrétée par la vésicule biliaire, c'est régi aussi par le foie. Alors, c'est une expression qui est médicale. Fais-toi pas de bile. Ne sois pas nerveux, ne va pas puiser de l'énergie dans ton système digestif, alors lui va sécréter pour digérer, puis il n'y a rien. Se faire de la bile, cela veut dire qu'on puise dans l'estomac, on puise dans le duodénum, on puise dans le début de l'intestin. Là où se fait l'assimilation. Alors celui-ci manque d'énergie, le corps manque d'énergie, celui-ci se met à travailler pour assimiler. C'est-à-dire qu'il donne des ordres, mais il n'a rien, il attend. Il a besoin d'énergie, alors il attend. Alors la foie, la vésicule biliaire sécrète, ça amène de la bile, mais il n'y a rien à digérer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on digère notre propre système digestif. C'est ce que les ulcères d'estomac font, et ce que ces mécanismes font. On s'auto-digère. On a une protection, lorsqu'elle est usée, alors on la digère. Comment faire? Bien évidemment, la relaxation, il faut faire attention. La majorité des phénomènes de